vouloir mourir, non. Mais on ne peut pas boire sans penser qu'on se tue. Vivre avec l'alcool, c'est vivre avec la mort à la portée de la main. Ce qui empêche de se tuer quand on est fou de l'ivresse alcoolique, c'est l'idée qu'une fois mort, on ne boira plus. J'ai commencé à boire aux fêtes, aux réunions politiques, d'abord les verres de vin et puis le whisky. Puis, à 41 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui aimait vraiment l'alcool, qui buvait chaque jour mais raisonnablement. Très vite, je l'ai dépassé. Ça a duré 10 ans, jusqu'à la cirrhose, les vomissements de sang. Je me suis arrêtée pendant 10 ans. C'était la première fois. J'ai recommencé et puis j'ai arrêté encore, je ne sais plus pourquoi. Puis, j'ai cessé de fumer et je n'ai pu le faire qu'en buvant de nouveau. J'en suis au 3e arrêt. Je n'ai jamais fumé d'opium ni de hache. Je me suis droguée à l'aspirine tous les jours pendant 15 ans. Je ne me suis jamais droguée. Au départ, j'ai bu du whisky, du calvados, ce qu'on appelle les alcools fades, de la bière, de la verveine du Velay, le pire pour le foie, dit-on. Et puis, en dernier, j'ai commencé à boire du vin et je ne me suis jamais arrêtée. Dès que j'ai commencé à boire, je suis devenue alcoolique. J'ai bu tout de suite comme une alcoolique. J'ai laissé tout le monde derrière moi. J'ai commencé à boire le soir, puis j'ai bu à midi, puis le matin, puis j'ai commencé à boire la nuit. Une fois par nuit, et puis toutes les 2 heures. J'ai toujours bu avec des hommes. L'alcool reste attaché au souvenir de la violence sexuelle. Il la fait resplendir. Il en est indissoluble. Mais en esprit. L'alcool remplace l'événement de la jouissance, mais il ne prend pas sa place. Les obsédés sexuels ne sont pas des alcooliques, même au niveau du caniveau. Ce sont des intellectuels. Le prolétariat, qui est maintenant une classe plus intellectuelle que la classe bourgeoise de très loin, a une propension pour l'alcool, cela dans le monde entier. Le travail manuel est sans doute de toutes les occupations de l'homme, celle qui le porte le plus droit vers la réflexion, donc vers la boisson. Voyez l'histoire des idées, l'alcool fait parler. C'est la spiritualité jusqu'à la démence de la logique. C'est la raison qui essaie de comprendre jusqu'à la folie pourquoi cette société, pourquoi ce règne de l'injustice, et qui conclut toujours par le même désespoir. Un ivrogne est parfois grossier, mais il est rarement obscène. Quelquefois, il est en colère, et il tue. Quand on a trop bu, on revient au début du cycle infernal de la vie. On parle du bonheur, on dit qu'il est impossible, mais on sait ce que veut dire ce mot. On manque d'un Dieu. Ce vide qu'on découvre un jour d'adolescence, rien ne peut faire qu'il n'ait jamais eu lieu. L'alcool a été fait pour supporter le vide de l'univers, le balancement des planètes, leur rotation imperturbable dans l'espace, leur silencieuse indifférence à l'endroit de notre douleur. Aucun être humain, aucune femme, aucun poème, aucune musique, aucune littérature, aucune peinture ne peut remplacer l'alcool dans cette fonction qu'il a auprès de l'homme, l'illusion de la création capitale. Il est là pour la remplacer. Et il le fait auprès de toute une partie du monde qui aurait dû croire en Dieu et qui n'y croit plus. L'alcool est stérile. Les paroles de l'homme qui sont dites dans la nuit de l'ivresse s'évanouissent avec elle une fois le jour venu. L'ivresse ne craint rien qui demeure. C'est le vent, comme les paroles. J'ai écrit dans l'alcool. J'avais une faculté à tenir l'ivresse en respect qui me venait sans doute de l'horreur de la soulographie. Je ne buvais jamais pour être saoul. Je ne buvais jamais vite. Je buvais tout le temps. Je n'étais jamais saoul. J'étais retirée du monde, inatteignable, mais pas saoul. Une femme qui boit, c'est comme un animal qui boirait, un enfant. L'alcoolisme atteint le scandale avec la femme qui boit. Une femme alcoolique, c'est rare, c'est grave. C'est la nature divine qui est atteinte. Autour de moi, j'ai reconnu ce scandale. De mon temps, pour avoir la force de l'affronter en public, rentrer seul dans un bar la nuit, par exemple, il fallait avoir déjà bu. On dit toujours trop tard aux gens qu'ils boivent trop. Tu bois trop?
C'est scandaleux de le dire dans tous les cas. On ne sait jamais soi-même qu'on est alcoolique. Dans 100% des cas, on reçoit cette nouvelle comme une injure. On dit « si vous me dites ça, c'est que vous m'en voulez ». Quant à moi, le mal était déjà très avancé quand on me l'a dit. Nous sommes ici dans un espace perclus de principes. Jusqu'à un certain degré, on laisse les gens mourir. Je crois que dans la drogue, ce scandale n'existe pas. Rien ne console de ne plus boire. Depuis que je ne bois plus, j'ai de la sympathie pour l'alcoolique que j'étais. J'ai vraiment bu beaucoup. Puis ils sont venus à mon secours, mais là je raconte mon histoire et je ne parle pas de l'alcool. C'est incroyablement simple. Les vrais alcooliques, c'est sans doute ce qu'il y a de plus simple. On est là où la souffrance est empêchée de faire souffrir. Le plus dur, ce n'est pas les heures de la nuit. Mais évidemment, si on a une insomnie tenace, c'est là que c'est le plus dangereux. Il ne faut pas avoir une goutte d'alcool chez soi. Je fais partie de ces alcooliques qui recommencent à boire à partir d'un seul verre de vin. Je ne sais pas quel nom la médecine nous donne. Ça fonctionne comme une centrale, un corps alcoolique. Comme un ensemble de compartiments différents, tous reliés entre eux par la personne tout entière. C'est le cerveau qui est pris en premier, c'est la pensée. Le bonheur par la pensée d'abord et puis le corps. Il est gagné, imbibé peu à peu et porté. C'est le mot, porter. C'est à partir d'un certain temps qu'on a le choix. Boire jusqu'à l'insensibilité, la perte de l'identité ou en rester aux prémices du bonheur. Mourir en quelque sorte, chaque jour. Ou bien encore vivre. Je le répète. Il faut le répéter beaucoup. Le travail d'une femme, depuis son lever jusqu'à son coucher, est aussi dur qu'une journée de guerre. Pire qu'une journée de travail d'un homme. Parce qu'elle doit inventer son emploi du temps conformément à celui des autres gens, des gens de sa famille et de ceux des institutions extérieures. En une matinée de 5 heures, elle fait le petit déjeuner des enfants. Elle les lave. Elle les habille. Elle nettoie sa maison. Elle fait les lits. Elle fait sa propre Elle toilette. s'habille. Elle va au marché faire les courses. Elle fait la cuisine. Elle met la table. En 20 minutes, elle fait manger les enfants. Elle hurle contre. Elle les ramène à l'école. Elle fait la vaisselle. Elle fait la lessive et le reste. Et le reste. Peut-être vers 3h30 pourrait-elle, pendant une demi-heure, lire un journal? Une bonne mère de famille, pour les hommes, c'est quand la femme fait de cette discontinuité de son temps une continuité apparente et silencieuse. Cette continuité silencieuse était d'ailleurs reçue comme la vie même et non comme un de ses attributs, par exemple le travail. Nous sommes ici au fond de la mine. On peut dire que cette continuité silencieuse existait tellement et depuis si longtemps qu'elle finissait par ne plus exister du tout pour les gens qui entouraient la femme. Je veux dire qu'il en était pour les hommes du travail des femmes comme par exemple des nuages qui donnent la pluie. Ou de la pluie elle-même que donnent les nuages. Cette tâche était pareillement accomplie que celle du sommeil de chaque jour. Alors l'homme était content, ça allait bien dans sa maison. L'homme du Moyen-Âge, L'homme de la Révolution. l'homme de 1986. J'oublie de dire une chose que les femmes doivent se mettre dans la tête. Il ne faut pas s'en faire à croire. Les fils, c'est comme les pères. Ça traite la femme de la même façon. Ça pleure aussi de la même façon quand elle meurt. Ça dit aussi que rien ne la remplacera. Avant, c'était donc ainsi. Avant. De quelque côté que je me tienne, quel que soit le siècle dans l'histoire du monde, je vois la femme dans une situation limite, intenable, dansant sur un fil au-dessus de la mort. Maintenant, de quelque côté de mon temps que je me tourne, je vois la starlette des offices médiatiques, du tourisme ou de banque, cette première de la classe pimpante et inlassable, courant de tous côtés de la même façon, dansant sur un fil au-dessus de la mort. Donc, voyez, j'écris pour rien. J'écris comme il faut écrire, il me semble. J'écris pour rien. Je n'écris même pas pour les femmes. J'écris sur les femmes pour écrire sur moi seule, à travers les siècles. Le poste. Donc, encore, ça augmente chaque jour, partout. La maladie de la télévision. Le poste est sale. Il devient un objet ménager, une vieille casserole, un évier, mais vieux et sale. Il y a très longtemps qu'on les entend, qu'on les voit. Ils entrent dans votre maison, ils se montrent à nous.
Ils nous font le même sourire qui se voudrait de connivence profonde. Ils vous disent le discours unique qui se voudrait de même aller de soi avec la même force de conviction renversante, les mêmes poses, le même zoom. Puis ils s'en vont, autour d'un autre de vous parler de la France, de la qualité de la vie, des Jeux Olympiques. Et nous, on voit qu'il leur manque une dent, qu'ils ont la laryngite ou le rhume, le costume cardin, les ongles propres, le château dans le Périgord. Le mensonge, tous, on le voit, qu'ils mentent comme ils respirent, tous, on le voit. On ne le voit plus tellement on le voit. Ils viennent là pour mentir. Il y a ceux qui sont en place et il y a leurs commentateurs, leurs éboueurs. Leur phrasé du français est le même, on les confond parfois. Quelle écurie! On a des préférences, en général pour ceux de Télénuit, parce qu'ils sont tellement fatigués. Mais quel étrange effet ils ont sur ce dont ils parlent. Là où ils parlent, il n'y a plus de livres, il n'y a plus de films, il n'y a personne, plus de faits divers. Il n'y a plus que de la représentation. C'est mystérieux. Il ne s'agit plus d'eux seuls, mais du poste, peut-être difficile à croire qu'ils frappent de nullité tout ce qu'ils abordent. Et pourtant, dès qu'ils paraissent, un écran s'élève entre leur image et nous qui regardons. Comme s'il se produisait un changement de couleur, que le poste tournait au gris, à la maladie du gris. Quelquefois, il faut le dire, quelle joie! Les grandes baleines de Hawaï passent par là et les chassent. Quelquefois, ce sont les bébés phoques. Ils sont étranges, ils sont peints en couleur. C'est la jeunesse géniale du Canada qui a trouvé ça, de les peindre en couleur indélébile pour rendre leur fourrure inutilisable et les sauver ainsi de l'horrible massacre. des animaux, je voudrais tellement en voir. Beaucoup est différent. C'est impossible à Paris de posséder une vache, aussi impossible que d'être fou. Une vache à Paris, attachée à la porte des immeubles. C'est l'asile psychiatrique le lendemain matin et pour la vache et pour le propriétaire. J'ai vu la semaine dernière à la télévision une grande ours sortir du dessous des glaces de l'Arctique. Elle était grande comme le général de Gaulle. Elle y fait penser. Superbe. Godard. L'année dernière, Godard m'avait demandé de tourner dans une courte séquence de son film, lequel à l'époque avait pour titre « Sauve qui peut la vie ». Je n'ai pas voulu tourner, mais faire seulement un entretien avec lui. Alors, il m'a demandé de venir. C'était donc en octobre 79. Je suis venue, c'était à Lausanne. Il m'a dit que tout était prévu, l'heure et le lieu de l'entretien. Il m'a emmenée dans une école. C'était le moment de la récréation ou de la rentrée, je ne sais plus. C'était sous un escalier en bois que prenaient les élèves. On a donc fait l'entretien. Je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Il ne comprenait rien à ce que je lui disais. Pas seulement à cause du bruit infernal de l'école, mais peu importe, ça a fait un entretien. À la fin, il a ri et il m'a dit « Dire que je t'ai fait venir à Paris pour parler dans cet endroit-là. » Après, on s'est mieux connus. Il me semble que j'avais bien de l'amitié pour lui. Après l'école, on a enregistré dans une auto, mais en marche, qui roulait à travers la ville. J'ai écouté la bande. Il semblerait que de temps en temps, au feu rouge, on comprenne pas mal ce qu'on dit. Il m'a semblé aussi qu'il y avait des choses intéressantes sur les passerelles aériennes de Lausanne qui vont d'un immeuble à l'autre. Je lui ai dit qu'elles étaient belles. Il m'a dit que beaucoup de gens se jetaient de ces passerelles. J'ai dit qu'elles semblaient être faites exprès pour se tuer. Il m'a dit que oui. Autoportrait, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non, je ne comprends pas. Comment voulez-vous que je me décrive? Il y a des portraits de moi, c'est les autres qui peuvent le faire. Autant de gens que je connais, autant de portraits de moi, ils sont tous valables. Mais moi, j'ai rien à dire sur moi. Et ça n'existe pas, c'est une fausse question. Au fond, au total, ça n'existe pas.
C'est les réponses les plus erronées viennent de ces questions très générales. Vous savez, la connaissance, c'est une chose difficile, une chose qu'il faudrait avoir, hein, la connaissance de quelqu'un. C'est pas en me demandant qui êtes-vous que je répondrai, ou ce qui me fait écrire que je me répondrai. Hein? Vous savez ça? Qu'est-ce que ça veut dire, qui je suis? Qui êtes-vous, vous? Hein? Qui êtes-vous? Allez-y. Répondez-moi. Hein? Oui, mais qui êtes-vous, vous, qui m'interrogez? J'essaie de faire les choses que j'ai envie de faire. Vous voyez? Les gens ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire, d'habitude. C'est ça. Bon, il y a quelque chose là, on va dire. La maison, c'est toujours un peu, avouons-le, comme si on vous donnait un yacht, un bateau. C'est un travail impressionnant que la gérance d'une maison mobilière, immobilière et humaine. Les femmes qui ne sont pas tout à fait